Lorsque nous rencontrons nos partenaires et leurs clients, une question revient souvent. Pourquoi les frais en private equity semblent-ils élevés ? Cette interrogation, bien que légitime, mérite une explication. Les frais reflètent la spécificité de cette classe d'actifs. Un processus de diligence rigoureux et coûteux conduit par les gérants et un accompagnement actif dans la transformation des entreprises, deux éléments qui sont indispensables pour offrir des rendements nets compétitifs et supérieurs sur le long terme à ceux des marchés cotés. Les frais en private equity répondent à une nécessité stratégique. Ils sont la contrepartie d'une analyse approfondie des actifs privés. Avant d'investir dans une société, les gérants de private equity réalisent des due diligence exhaustives afin de réduire les risques et maximiser les opportunités de création de valeur. Ces diligences approfondies portent sur 5 thématiques. Une analyse financière de l'entreprise, étude de ses bilans, des marges, des prévisions et des performances historiques. Une analyse opérationnelle, évaluation des processus internes, des capacités de production, de la gestion des talents et de la chaîne d'approvisionnement. Une étude de marché, analyse des tendances sectorielles, des parts de marché et identification des concurrents. Mais également un audit juridique et fiscal. On vérifie les contrats, les éventuels contentieux et on vérifie que la conformité réglementaire soit bien là. Enfin, une due diligence ESG, donc environnement, social et de gouvernance, qui est essentielle pour garantir la pérennité de l'investissement. Contrairement au marché coté, où les informations sont publiques et accessibles, le private equity repose sur un travail de recherche intensif pour accéder à ces données qui ne sont pas publiques. Que fait un gérant de private equity que ne peut pas faire un gérant coté ? Dans la phase amont, il réalise un travail en profondeur pour identifier les meilleures cibles. Il va d'abord identifier les secteurs en croissance, les plus porteurs, ceux qui vont performer même dans des environnements macroéconomiques défavorables. Et au sein de ces secteurs porteurs, il va cibler l'entreprise qui a des positions fortes et des avantages compétitifs pérennes. Ce n'est pas forcément le leader, mais c'est l'entreprise qui a le potentiel pour surperformer ses concurrents. Dans la plupart des cas, il va engager un dialogue poussé avec les managers de cette entreprise, très en amont de l'acquisition effective, plusieurs mois, voire 1 an ou 2 ans avant. Cela lui permet d'avoir un avantage majeur au moment de la mise en vente effective de la société. Pendant cette période, il va en effet construire des liens forts avec les managers de l'entreprise, ce qui va aussi lui permettre de comprendre en profondeur les perspectives du marché, l'environnement concurrentiel de la société, sa stratégie, son modèle économique et ses indicateurs de performance. Cela va aussi lui permettre de se forger une conviction forte sur le business plan que l'entreprise pourra délivrer, et donc sur sa valorisation, et donc le prix aussi qu'il est prêt à payer pour cette société. C'est un travail de préparation très en amont qui, par rapport au fonds coté, permet à un gérant de private equity de construire des portefeuilles qui croissent plus vite et qui génèrent plus de valeur. Pendant la phase de détention de l'entreprise, le gérant en private equity a une vraie influence stratégique. Dans la plupart des cas, contrairement au gérant de fonds cotés, le gérant de private equity est un actionnaire actif, un véritable coach qui va aider l'entreprise à franchir des étapes de maturité et à accélérer sa création de valeur. Et pour réaliser cette transformation, il dispose d'expertise très poussée en interne, que ce soit en termes de transformation digitale, de croissance externe, d'internationalisation ou de financement. Il a une véritable influence, avec souvent 1, voire 2 sièges au sein des conseils d'administration pour mettre en œuvre les business plans qu'il a établis avec le management au moment de l'acquisition. Et là où le gérant de fonds cotés se concentre sur des résultats trimestriels, le gérant de private equity établit des business plans à 5 ou 7 ans pour transformer durablement l'entreprise. Il a besoin de temps pour mettre en œuvre ces transformations avant de la céder. Et d'ailleurs, pendant la phase de détention, tout en travaillant sur la croissance et la création de valeur, il va aussi préparer l'entreprise à l'étape ultérieure. Il va par exemple présenter le management à des acquéreurs potentiels. Le deuxième point, c'est que les frais doivent être évalués à la lumière des performances nettes. Les frais en private equity se justifient donc par tout le travail que je viens de décrire.
Il rémunère le travail réalisé par les équipes des fonds en amont et pendant la phase de détention des entreprises. Et ce travail est fondamental parce qu'il permet de générer des plus-values significatives au moment de la cession de l'entreprise, des performances qui sont dans la plupart des cas très supérieures à celles des fonds cotés. Et ce qui doit intéresser un investisseur, c'est la performance nette des frais. Et là, on voit bien qu'historiquement, le private equity a démontré sa capacité à générer des rendements bien supérieurs à ceux des marchés cotés. En moyenne, les TRI sont quasiment 2 fois supérieurs. Les marchés cotés ont généré historiquement 7 à 8% de TRI net, quand le private equity, c'est 13,5% de TRI net sur longue période. Et les meilleurs fonds mondiaux, ceux du premier quartile, atteignent même des TRI nets supérieurs à 20%. Alors il faut comprendre que sur 20 ans, cet écart de performance représente un triplement des rendements nets. Par exemple, si on prend un investissement avec un TRI de 7%, en 20 ans, il se multiplie par 4 fois. Un TRI de 13,5% se multiplie par 12 fois sur la même période. Il y a un autre point que je voudrais souligner, et qui est le corollaire de ce que j'ai dit précédemment. Les frais semblent élevés en début de vie des portefeuilles parce qu'ils sont calculés sur les montants engagés et pas sur les montants investis, et qu'en début de vie des fonds, il y a naturellement peu d'investissements. Mais cela s'explique. Ce n'est pas parce que le fonds n'a pas encore déployé tout son capital que les gérants ne travaillent pas. Tout le travail amont qui est réalisé auprès des cibles doit être rémunéré. Et le fait de rémunérer les gérants sur les montants engagés a d'ailleurs une grande vertu. Cela évite qu'ils n'investissent trop vite ou dans des sociétés qui ne seraient pas les plus performantes, simplement pour générer des frais de gestion. Et bien que les frais puissent sembler élevés en début de vie des fonds, c'est la fameuse courbe en J du private equity, ils diminuent au fur et à mesure que le portefeuille est investi et qu'il atteint sa maturité. J'ajouterais que les investisseurs institutionnels et les grandes familles fortunées qui investissent depuis des décennies en private equity continuent à allouer des montants significatifs à cette classe d'actifs malgré les frais, car à long terme, les rendements nets restent incomparables. Avant de terminer, je voudrais revenir sur une idée reçue. Les frais consolidés d'Altaroc seraient plus élevés que ceux d'un feeder bancaire. Alors, en réalité, ils sont comparables, peut-être légèrement plus élevés, 0,75 à 1%, mais il y a plusieurs éléments à avoir en tête. Les frais de nos fonds sous-jacents sont réduits. Nous négocions des frais moindres que ceux des banques. Et nous ne prenons pas de frais sur les co-investissements. Et nos frais sont justifiés. En effet, investir avec Altaroc, c'est accéder à bien plus qu'un simple produit financier. Vous bénéficiez d'un accès exclusif et d'une diversification optimale, avec 5 à 7 fonds de premier quartile mondial par millésime, souvent inaccessibles via les feeders bancaires, une diversification exceptionnelle avec en moyenne 150 sociétés sous-jacentes par millésime, contre 20 à 30 dans un feeder classique. Vos intérêts sont complètement alignés avec ceux de nos dirigeants, puisque Maurice et Frédéric investissent personnellement 33 millions d'euros par millésime, garantissant un alignement total avec vos intérêts. Vous bénéficiez d'ailleurs de leur expertise éprouvée de gérants de fonds et de fonds de fonds qui assurent une sélection rigoureuse des opportunités d'investissement les plus prometteuses. Vous êtes avec une équipe d'investissement qui est en interaction permanente avec les gérants de nos portefeuilles. Louis, notre Chief Investment Officer, assiste à toutes leurs réunions et présentations pour suivre finement la performance de leurs investissements, leur prochaine levée de fonds et la vie de leurs équipes. Enfin, bien entendu, vous bénéficiez avec Altaroc d'une expérience utilisateur de premier plan. Altaroc, c'est une plateforme digitale intuitive pour la souscription. Ce sont des appels de fonds cadencés, un reporting trimestriel détaillé et le suivi en temps réel des portefeuilles de sociétés sous-jacentes. Altaroc, c'est aussi un service client premium avec une équipe dédiée aux besoins spécifiques de chacun de nos clients. Vous l'aurez compris, les frais en private equity sont donc la rémunération d'un travail de gestion active sur une période longue qui commence bien en amont de l'acquisition effective d'une société et qui n'a rien à voir avec la gestion de fonds cotés qui se déroule sur une période courte et qui est passive. Les frais sont logiquement plus élevés dans le private equity, mais la performance nette des fonds de private equity a historiquement toujours été supérieure à celle des fonds cotés.
Et lorsque nos clients investissent dans les gammes de fonds Altaroc, chaque euro investi dans nos frais reflète notre engagement à leur bâtir des portefeuilles de très grande qualité, investis dans des géros mondiaux de premier plan, avec un objectif de rendement net ambitieux, tout cela avec une expérience client de grande qualité.